Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko lance un plan de rationalisation des structures du secteur parapublic visant à supprimer 19 entités et en a repositionné 10. Une réforme qui cumulera des rotations budgétaires de 28 milliards de francs CFA en 2025, une masse salariale annuelle estimée à plus de 9 milliards pour un effectif de 982 agents et une dette globale arrêtée à 2 milliards 600 millions au 31 décembre 2024. Et puis des organisations de presse continuent de dénoncer la création du Conseil national de régulation des médias, CNRM, cela après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'un nouvel organe de régulation. Après le CEDEPS, c'est au tour du SAMPIX qui dénonce une absence de concertation. En ce moment, la coordination des étudiants de Saint-Louis de l'UGB a décrété une grève de 112 heures non renouvelable impliquant la cessation de toute activité pédagogique. Ce mouvement d'humeur vise à exiger le paiement intégral des rappels de bourse dus aux ayants droit, une situation qui perdure depuis quelques mois selon les représentants des étudiants. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Cham et Baba Edara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le gouvernement sénégalais a validé un plan de rationalisation du secteur parapublic prévoyant la suppression de 19 entités dont les missions font doublon avec d'autres structures publiques. Selon le communiqué du Conseil des ministres du 4 mars, ces entités représentent 28 milliards 51 millions de dotations budgétaires en 2025, une masse salariale annuelle de 9 milliards 227 millions et puis 982 agents et une dette globale de 2 milliards 600 millions de francs CFA. Un récit de Mme Sorna Dramé. Le Premier ministre a présenté ce mercredi en Conseil des ministres les grandes lignes du plan de rationalisation du secteur parapublic. Une réforme annoncée comme majeure dans la modernisation de l'administration et la maîtrise des finances publiques. Au total, 19 entités seront supprimées. Ces structures cumulaient plus de 28 milliards de francs CFA de dotation budgétaire en 2025, avec une masse salariale annuelle estimée à plus de 9 milliards de francs CFA et regrouper près d'un millier d'agents et afficher une dette globale de 2,6 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2024. En parallèle, 19 autres entités seront repositionnées. Il s'agira de redéfinir leur mission, d'actualiser leur cadre juridique et de revoir leur modèle d'intervention afin d'améliorer leur efficacité. Selon le Premier ministre, cette opération devrait générer une économie budgétaire nette estimée à au moins 55 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Le plan prévoit également un accompagnement social, notamment le redéploiement du personnel concerné et la gestion des contentieux éventuels. Un comité interministériel sera mis en place pour piloter la réforme. L'objectif affiché, renforcer la gouvernance du secteur parapublic, mieux encadrer les salaires et les effectifs, harmoniser les grilles de rémunération et optimiser l'utilisation des crédits budgétaires. Une réforme présentée comme un tournant dans la gestion des affaires publiques, avec en ligne de mire plus d'efficacité, de rigueur et de transparence. Et puis, Mme Sorna Dramé, le gouvernement sénégalais prend ses distances avec la candidature de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, affirme que Dakar n'a pas été consulté dans cette démarche parrainée par le Burundi, tandis qu'une demande officielle de soutien adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reste pour l'heure sans réponse. C'est un récit de Mariam Sodendiaye. Certainement dans nos prochaines éditions, la coordination des étudiants de Saint-Louis de l'UGB a décrété une grève de 112 heures non renouvelable impliquant la cessation de toutes les activités pédagogiques. Ce mouvement d'humeur vise à exiger le paiement intégral des rappels de bourse aux ayants droit, une situation qui perdure depuis plusieurs années dont selon les représentants étudiantins, la SELS réclame également le maintien des acquis.
sociaux en attendant une révision concertée inclusive du décret numéro 2014-963 relatif aux allocations d'études. Je vous le disais tantôt, le gouvernement sénégalais prend ses distances avec la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, affirme que Dakar n'a pas été consulté dans cette démarche parrainée par le Burundi, tandis qu'une demande officielle de soutien adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reste pour l'heure sans réponse. Les détails avec Mariam Sodendiaye. Le gouvernement sénégalais n'a pas été associé à la démarche de l'ancien président Macky Sall visant à briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies. C'est la clarification apportée par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, lors d'un entretien accordé à Baye Omar Gueye, directeur général de Sud FM. La polémique est née ce lundi 2 mars lorsque la presse révélait, avant d'en obtenir confirmation, qu'une lettre de la mission permanente de Burundi auprès des Nations Unies avait été transmise pour parrainer officiellement la candidature de l'ancien chef de l'État sénégalais, une initiative portée par Bujumbura et non par Dakar. Face aux interrogations, le chef de la diplomatie sénégalaise a tenu à lever tout équivoque. Le gouvernement du Sénégal n'a pas été associé à ces démarches telles que présentées dans la presse dans la lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, a-t-il affirmé. Il a également précisé que ces questions n'avaient fait l'objet d'aucune discussion officielle lors du dernier sommet de l'Union africaine tenu en février et qu'aucun soutien collectif n'y avait été acté. Pour autant, Cheikh Niang a apporté une nuance importante dans le cadre des règles diplomatiques en vigueur aux Nations Unies. Chaque État membre demeure souverain pour proposer la candidature de son choix à un poste onusien. De même, tout ancien chef d'État qui estime réunir les compétences requises est libre de se porter candidat. En creux, la position de Dakar ne porte donc pas sur la légalité de la démarche, mais sur l'absence de concertation préalable avec les autorités sénégalaises. Le ministre a par ailleurs révélé qu'une correspondance de Macky Sall a été adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sollicitant le soutien officiel du Sénégal. À ce stade, cette lettre serait toujours en attente de réponse, le délai de dépôt des candidatures n'étant pas encore arrivé à son terme. Selon Cheikh Niang, c'est à l'expiration de ce délai que la position définitive des autorités sénégalaises sera connue. 7h est passé de 8 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. En plus bref, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication exprime sa vive préoccupation après l'adoption le 3 mars 2026 par l'Assemblée nationale du projet de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national de régulation des médias, CNRM. Le syndicat déplore ne pas avoir été associé au processus d'élaboration de ce texte, malgré son rôle central et historique dans la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias au Sénégal. Et puis le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé alerte sur un risque d'exclusion des agents de santé diplômés et reconnus légalement dans le recrutement des 2500 agents de santé en 2026. Les membres du syndicat dénoncent également le comportement de leur tutelle qui, lors d'un précédent appel à candidature sur 220 sages-femmes, aurait été écarté des diplômes légalement reconnus. Cela au profit de ceux sous son contrôle. Les détails avec Ibrahim Khalid Djemé. Le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé alerte sur un risque d'exclusion et exige l'égalité de traitement. Le SYDEP salue l'annonce du recrutement de 2500 agents de santé en 2026 qu'il considère comme une avancée importante pour le renforcement du système sanitaire national. Toutefois, le SYDEPS met en garde contre un risque d'exclusion de diplômés légalement reconnus, notamment les titulaires de la licence en sciences infirmières et obstétricales issus d'établissements privés et publics habilités. Il rappelle que cette opportunité nationale doit être ouverte à tous sans discrimination. Le syndicat appelle ainsi l'ensemble des titulaires légalement reconnus. Par ailleurs, le syndicat dénonce avec fermeté certaines pratiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui, lors d'un précédent appel à candidature pour le recrutement
de 220 sages-femmes aurait écarté des diplômés légalement reconnus au profit exclusif de diplômés délivrés sous son autorité sans respecter pleinement les conditions légales de reconnaissance. Plus préoccupant encore, lors de la réunion de suivi du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive durable du 18 février 2026, des déclarations attribuées au directeur de ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique auraient indiqué que le recrutement annoncé viserait principalement à régulariser des contractuels déjà en poste au sein du ministère et des établissements publics de santé. Dès lors, la question centrale demeure: s'agit-il d'un recrutement ouvert fondé sur le mérite et l'égalité des chances ou d'un mécanisme de régularisation interne excluant de fait des diplômés légalement reconnus? Restons sur ce sujet. Le secrétaire général du syndicat des directeurs d'écoles privées de santé, Ibrahim Koulibaly, révèle que le ministre de la Santé avait émis un refus de recruter les diplômés légaux conformément au décret 2015 et 2021 portant le projet et souhaite plus de réactivité. Je vous propose la réaction d'Ibrahim Koulibaly et le secrétaire général du syndicat des directeurs d'écoles privées de santé. Il est au micro d'Ibrahim Khalid Djemé. Vous savez, nous sommes des acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. Et depuis l'avènement du système LMD, nous faisons face à une certaine résistance du ministère de la Santé qui persiste toujours à organiser dans un cadre qui n'est pas du tout réglementaire des examens de certification et qui délivre des diplômes, notamment les diplômes d'infirmiers et de sages-femmes, qui sont désormais des diplômes de licence, de grade de licence. Au niveau de la sous-région, on dénomme ces diplômes licence en sciences infirmières et obstétricales avec deux options, option infirmier, option sage. Cette situation avait fait l'objet même d'un audit commandité par le chef de l'État au temps de Macky Sall. Moi qui vous parle, je faisais partie du comité de rédaction de ce rapport d'audit qui a été présenté au ministre de l'enseignement supérieur depuis plus d'1 an. Mais n'empêche, nous restons toujours dans une situation de statu quo. Récemment aussi, on a vu que le ministère de la Santé avait fait un appel à candidature pour recruter 220 sages-femmes. C'était dans le cadre du projet Souhaite Plus. Donc, ces recrutements-là n'ont pas respecté la réglementation en matière de reconnaissance de diplôme. Parce qu'il y a le décret de 2015 modifié par le décret de 2021 qui porte sur la reconnaissance des titres, grades et diplômes de l'enseignement supérieur, qui stipule que pour qu'un diplôme soit reconnu au niveau de la fonction publique, il faut qu'il y ait 2 conditions. L'établissement qui délivre le diplôme doit être habilité et que le programme doit être accrédité par l'ANAQ. Donc les diplômes délivrés par le ministère de la Santé ne remplissent pas ces conditions-là. Parce que le ministère de la Santé, si on se réfère au décret portant attribution du ministre de la Santé, il n'a pas ses attributions, la prérogative d'organiser des examens ni de délivrer des diplômes. Et il a refusé catégoriquement de prendre les légitimes diplômés reconnus conformément au décret que j'ai précédemment nommé. Et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a inauguré un important lot d'infrastructures à Gandiaye. C'est dans la région de Kaolack, réalisé dans le cadre du projet Eau et Assainissement en milieu rural Payamir. Ces nouveaux ouvrages visent à renforcer durablement l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, transformant concrètement les quotidiens des populations locales. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye est au micro de Baïnongo Fall. L'acte que nous posons aujourd'hui constitue l'affirmation de la dignité humaine, mais surtout la consécration du droit fondamental de chaque citoyen à vivre dans un environnement sain et salubre. C'est la matérialisation de l'engagement solennel pris par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et par M. Ousmane Sonko, Premier ministre, de faire de l'accès universel aux services essentiels une réalité tangible dans notre pays. Pour rappel, cette magnifique réalisation que nous inaugurons aujourd'hui dans le cadre du projet Eau et Assainissement en milieu rural Payamir, dont le financement d'environ 70 milliards de francs CFA a été mobilisé grâce à l'appui de la Banque mondiale, que je remercie d'ailleurs au passage pour sa collaboration fructueuse et productive. Mesdames, Messieurs, population de Gandiaye, je suis particulièrement fier de vous présenter le paquet d'infrastructures qui va transformer en profondeur le visage de la commune. Il s'agit de 31 km de réseau d'eau moderne, d'eau usée, qui desservent toute la commune de Gandiaye, de 1125 branches
branchements individuels au réseau d'égouts, garantissant un service de proximité à vos ménages, de 2 stations de pompage équipées de technologies performantes et fiables, d'une magnifique station d'épuration par lagunage naturel d'une capacité de 750 m3 jour, ainsi que d'une station de traitement des eaux usées des boues de vidange d'une capacité de 15 m3 jour. Ces infrastructures vont radicalement changer le cadre de vie en mettant un terme au rejet d'eau usée dans les rues et aux risques sanitaires liés à l'insalubrité, mais surtout en donnant désormais place à la salubrité, à la dignité et à un environnement sain propice à un épanouissement pour tous. À l'instant, cher Tidjane Dièye, le ministre de l'Assainissement et de l'Eau. Parlons foncier. Les Lébous, propriétaires du titre foncier 1451R, dénoncent un agissement illégal autour du DUTEF par des privés. La SNHLM est pointée du doigt dans cette affaire. Ainsi, ils exigent la disponibilité totale des terres aux ayants droit qu'ils sont face à cet état de fait. Ces derniers appellent le président de la République et son premier ministre pour les rétablir dans leurs droits. Les Lébous, propriétaires du TF 1451R, ont tenu une rencontre avec la presse et puis avec même les autorités coutumières et les populations locales pour interpeller l'État. Je vous propose d'écouter Mamadou Tchoun. Il est au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. La SNHLM étant une administration relevant de l'autorité de l'État, ne peut être exclu de l'État quand l'État nous rembourse ou l'État nous renvoie à la propriété définitive de ces terres par la famille Meng et pour la famille Meng. On s'étonne aujourd'hui qu'une administration appelée la SNHLM se donne le privilège d'affecter des terres, de les vendre ou d'autoriser des gens à construire de façon illégale sans qu'une procédure ne soit au moins autorisée à cet exercice. Qui du président de la République, qui du Premier ministre, de mettre fin à cet exercice et de laisser la transcription 1451R dans les compétences de l'autorité territoriale de Rufisque. Le 1451 a une historique. Le 1451 a une historique et personne ne peut ignorer dans ce Sénégal d'aujourd'hui que le 1451 appartient à la famille Meng. Nous restons dans le reste de l'actualité. L'année 2026, déclarée année de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi, marque un tournant décisif, stratégique également pour le Sénégal, porté par le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Le programme mise sur la création d'emplois, le renforcement des capacités et l'accompagnement des porteurs de projets. Dans ce cadre, le Fonds de développement de la microfinance islamique organise une session de formation dédiée aux points focaux sectoriels de l'SSS afin de mieux faire comprendre les spécificités, les outils et les opportunités qu'offre la finance islamique pour soutenir les initiatives économiques à fort impact social. Je propose d'écouter Dr Abdou Karim Diaw, administrateur général du FDMI. Il est au micro de Mamsorna Dramé. Cette année 2026 est déclarée année de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. L'ESS est porté par le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, et il est attendu de ce programme beaucoup d'initiatives en termes de création d'emplois, en termes d'animation et de renforcement de capacités. C'est dans ce cadre-là le Fonds de développement de la microfinance islamique, qui est un instrument du ministère, a jugé utile de concert avec le programme ESS d'organiser ce renforcement de capacité pour les points focaux sectoriels de l'ESS, pour leur montrer les spécificités de la finance islamique, les instruments et outils de la finance islamique, mais aussi, surtout, les opportunités que présente la finance islamique pour les différents projets ESS. La finance islamique se distingue, peut dire, du point de vue juridique par la référence au droit musulman. En plus du droit positif, de la réglementation bancaire en cours ou bien la réglementation de la microfinance en cours, il y a la référence aussi au droit musulman. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a les caractéristiques économiques. Ça veut dire qu'avec la finance islamique, il y a le partage des risques. Il y a la connexion avec l'économie réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'institution financière mène des activités de commerce. Elle achète, elle vend, elle fait de la location, elle fait des contrats de participation. Donc, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas ce qu'on appelle un transfert de risque où une institution donne de l'argent et attend d'être rémunérée sur la base de cette donation ou bien sur la base de ce prêt. Mais ici, l'institution financière islamique est obligée, normalement, de s'impliquer dans l'économie réelle, de faire du commerce, de faire aussi des investissements. C'est pourquoi ici, on voit une nette différence du point de vue juridique et du point de vue économique.
Et puis en visite d'imprégnation stratégique à la Sénélec, les parlementaires membres de la commission énergie de l'Assemblée nationale du Sénégal ont parcouru plusieurs installations clés du dispositif électrique national. Cette mission vise à mieux comprendre le fonctionnement du système énergétique, à évaluer les défis actuels du secteur, à s'imprégner des nouvelles orientations déclinées par la direction générale en cohérence avec le programme Vision Sénégal 2050. C'est un compte rendu signé Awa Aïcha Diop. La Sénélec a accueilli les parlementaires, membres de la commission énergie de l'Assemblée nationale du Sénégal, dans le cadre d'une visite d'imprégnation stratégique. L'activité a démarré à 9 heures précises, en présence du ministre en charge de l'énergie et de plusieurs députés. La délégation a effectué une tournée des principales installations, notamment le Centre national de dispatching, situé à Mbao, avant de poursuivre la visite sur les sites de Anne et de Bel-Air. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à la Sénélec. On est allé dans le site de dispatching. Dispatching, c'est un mot en anglais où on distribue les réseaux. Après, on est allé à la site de Anne, de Bel-Air, et on est venu à la direction générale ici à Cité Kergouagui. Vraiment, ce qu'on a vu, c'est rassurant. Dans cette dynamique, le directeur général de la Sénélec, Pape Toby Gaye, a annoncé de nouvelles perspectives destinées à soulager les populations, conformément aux orientations du programme Vision Sénégal 2050, porté par les nouvelles autorités. C'est un contour de l'action publique, comme ils l'ont dit. Et au terme de la visite, en tout cas, nous avons eu à échanger sur beaucoup d'aspects, notamment sur l'accès universel à l'électricité. Et comme je l'avais dit, nous nous inscrivons dans la transparence. Et donc c'est tout heureux que nous ayons reçu cette commission-là pour un peu leur expliquer comment fonctionne Sénélec, quel est aujourd'hui l'état de Sénélec et quelles sont les projections futures. La rencontre s'est achevée à l'immeuble Seydina Kane, siège de la Sénélec, où des échanges ont eu lieu entre les parlementaires et le directeur général autour des enjeux actuels et des perspectives de développement du secteur énergétique national. Geste de solidarité en faveur des Dara, l'opérateur de télécommunications Expresso Sénégal a procédé à une distribution de denrées alimentaires au profit de plusieurs écoles coraniques, une initiative sociale saluée par les Serigne Dara qui voient un soutien important pour la prise en charge quotidienne des talibés, compte rendu signé Djibril Nian. Dans un élan de solidarité envers les communautés éducatives religieuses, l'opérateur de télécommunications Expresso Sénégal a procédé à une distribution de denrées alimentaires au profit de plusieurs Dara. Riz, huile, dattes, sucre et produits de première nécessité ont été remis aux Serigne Dara, responsables d'écoles coraniques qui assurent quotidiennement l'encadrement et la prise en charge de nombreux talibés. Je vous remercie sincèrement pour cette aide alimentaire que vous venez de nous offrir. Elle nous sera d'un grand soutien et pourra servir pendant plusieurs mois. Sur place, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ce Serigne Dara salue un geste qui, dit-il, vient soulager une charge importante dans l'alimentation quotidienne des enfants. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour ce geste noble. Celui qui vient en aide à une école coranique doit savoir que la récompense divine est encore plus grande, surtout lorsqu'un tel acte est accompli durant le mois béni de Ramadan. Au-delà de l'aide matérielle, cette action est perçue comme un soutien moral aux maîtres coraniques, souvent confrontés à de moyens limités pour assurer le fonctionnement de leurs établissements. À travers cette opération, Expresso Sénégal réaffirme ainsi son engagement citoyen au bien-être des communautés en plaçant la solidarité au cœur des actions sociales. Un geste salué par les Serigne Dara qui y voit un exemple de collaboration entre acteurs économiques et structures éducatives traditionnelles au service du vivre ensemble. Djibril Nian, en ce moment, la compagnie nationale Air Sénégal a aussi procédé à une distribution de kits alimentaires dans le village de Toklou. Une dotation en matériels médicaux est également remise au centre de santé de Dias. La maison d'arrêt de Rufisque a reçu des kits d'hygiène, une action de solidarité dans ce mois béni du Ramadan qui démontre l'intérêt que la compagnie Air Sénégal porte au village environnant, suivant le compte rendu de Khalifa Babakar Fall.
La compagnie Air Sénégal porte en bandoulière la solidarité et le partage. En ce mois de Ramadan, elle était présente à Kondang, première étape pour une distribution de kits alimentaires aux familles vulnérables. Khadija Tudjan. À Toglou, l'action que nous menons ne relève pas simplement d'un don. Nous apportons pas uniquement un appui matériel, nous investissons dans le potentiel humain de la communauté. Notre responsabilité sociétale est une responsabilité de proximité. Être une entreprise nationale, c'est aussi être une entreprise auprès des familles vulnérables, des femmes et des enfants, avec des actions concrètes et durables. Une action saluée par Abdou Sis, le chef de village de Kondang. Aujourd'hui, je suis très honoré par la venue d'Air Sénégal. J'ai fait un peu plus de 30 ans dans le transport aérien. Ici, à Toglou, ils sont venus me rendre visite, pas pour transporter des passagers, mais pour transporter de la nourriture. Ils sont venus nous amener des kits alimentaires pour les veuves, les orphelins, et je les remercie. Après Toglou, la compagnie a fait cap sur Dias. D'importants matériels médicaux et paramédicaux ont été remis au poste de santé, un partenariat bénéfique selon Gorfaï. Nous, représentants de la population, nous sommes énormément et très satisfaits de ce geste. Vous avez réagi d'une manière trop rapide. Donc vous nous avez appelé quelques temps et quelques jours après vous avez réagi. Vous nous avez amené un don qui est important pour le poste de santé et qui va servir à la satisfaction des besoins en termes de santé pour la population. La maison d'arrêt de Rufisque fut la dernière étape. Ici, un message poignant destiné aux femmes détenues a été délivré par Fatima Dassal, hôtesse de l'air. Nous savons que les murs peuvent isoler, mais ils ne doivent jamais effacer l'identité ni l'espoir. Une erreur ou un accident de parcours ne définit pas une vie entière. Nous sommes ici non pas pour juger, mais pour vous dire que vous faites partie de notre communauté. Chaque femme, où qu'elle soit, porte en elle une force et une dignité que rien ne peut lui enlever. Que ce moment de partage vous apporte un peu de chaleur et de force. 6 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière qui a été débloquée pour le social. Air Sénégal qui voit grand compte ratisser large dans les années à venir pour satisfaire le maximum de la population. Khalifa Babakar Fall, cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale. Le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Israël a lancé dans la soirée de mercredi une nouvelle vague de frappes sur l'Iran. Ce matin, des explosions ont été entendues à Téhéran. Selon l'agence de presse Tasnim, l'État hébreu se bat sur deux fronts, bombardant également le Liban et plus particulièrement les banlieues sud de Beyrouth, la capitale, ainsi que des régions à l'est du pays. Au moins 75 personnes sont mortes sous les bombardements israéliens au Liban. Le Hezbollah a affirmé que ses combattants étaient engagés dans des affrontements directs avec des soldats israéliens à 6 km de la frontière avec Israël. Un sous-marin américain a coulé hier une frégate iranienne au large du Sri Lanka, c'est dans l'océan Indien, tuant au moins 87 marins et faisant des dizaines de disparus. Le bâtiment iranien était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le Sénat américain qui a refusé hier de limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, une résolution en ce sens ayant été rejetée grâce au soutien robuste de la majorité républicaine. Selon l'agence de presse officielle iranienne, les campagnes de bombardement menées par les États-Unis et Israël ont fait 1045 morts depuis samedi. La veille, le Croissant Rouge donnait un bilan de 787 morts. Selon l'armée américaine, près de 2000 civils avaient été frappés lors des 4 premiers jours du conflit. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait 72 morts depuis lundi. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport, le matin, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fadou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous démarrons cette fois-ci par l'athlétisme, le meeting de Dakar retiré du calendrier de World Athletics. Vous l'avez dit, le grand rendez-vous de l'athlétisme au Sénégal est retiré du calendrier World Athletics. En effet, l'info a été donnée par le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarah Wali, dans une interview à travers la RTS2. Cette décision vient à quelques mois des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ce qui est considéré comme une grande désillusion sur le monde de l'athlétisme sénégalais. Il a expliqué ce fait par de soucis logistiques et financiers, notamment des relatifs au paiement des primes des athlètes pour le compte de l'édition 2025. Un coup dur donc pour l'athlétisme sénégalais. Fatou Abdoulaye.
Puis nous parlons de tout à fait autre chose. Basketball, tournoi qualificatif de la Coupe du Monde féminine 2026. L'équipe nationale poursuit sa préparation. En effet, l'équipe s'est entraînée hier donc au niveau du stadium Marius Ndiaye et poursuit sa préparation. Il faut donc préciser qu'il y a eu donc 2 séances d'entraînement hier, le matin et la soirée. Le groupe est quasiment complet. Les préparatifs se déroulent sans souci. L'objectif est commun, la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Le Sénégal évoluera, je rappelle, dans le groupe B aux côtés des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie et de Porto Rico, et de même que de la Nouvelle-Zélande, de grandes nations du basketball. En revanche, les Lions restent toujours déterminés à aller donc titiller les grandes nations et se qualifier en Coupe du Monde 2026. Le tournoi se jouera du 11 au 17 mars selon la formule round robin où chaque équipe disputera 5 matchs afin donc de déterminer les équipes qui vont donc se qualifier. Et pour finir cette page sportive, en Coupe de France, sachez que Fatou Abdoulaye, l'Olympique lyonnais de Moussa Niakhaté, le défenseur sénégalais, champion d'Afrique, va jouer contre Lens ce soir à partir de 20h10. C'est la dernière affiche des quarts de finale de cette Coupe de France. Je rappelle qu'hier, le Sénégalais Bamba Dieng de Lorient est éliminé par Nice de 2 Sénégalais, puisque c'était un duel de Sénégalais de Antoine Mendy et de Yervan Diouf, qui, je rappelle, a été déterminant, puisque arrêtant en pénalty hier donc à la séance de tir au but. Parallèlement, l'Olympique de Marseille de Habib Beye est aussi donc éliminé en quart de finale face à Toulouse en séance de tir au but. Et sachez que le championnat anglais se poursuit avec surtout le match nul hier de l'équipe de Manchester City face à Nottingham Forest, 2-2, et Arsenal qui creuse un tout petit peu l'écart pour justement donc la course au titre en Prime League d'Angleterre. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La suppression de 19 entités parapubliques annoncée par les nouvelles autorités, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko hier au Conseil des ministres, attire l'attention des quotidiens ce jeudi. Tout va dans la logique de la rationalisation des dépenses